projet de la PSD et la rentrée dans l'équipe, comment ça s'est passé? Il faut rappeler, je crois, les circonstances de ma rencontre avec Yves Schwartz, qui est le fondateur de la PSC. Moi, j'étais ergonome. Mon intérêt en tant qu'ergonome, mon centre le centre de mes préoccupations en tant qu'ergonome, c'était la transformation des situations de travail. Et déjà à l'époque, parce qu'au laboratoire d'Alain Wissner, on intervenait beaucoup sur le terrain, j'avais déjà à l'époque beaucoup d'histoires d'intervention sur le terrain, d'histoires relatives au travail. Et alors j'ai croisé Yves Schwartz d'abord dans une... J'ai croisé Yves Schwartz dans un certain nombre de réunions, voilà, à Paris, notamment dans des réunions organisées par l'Institut de recherche marxiste. Et là, je l'ai entendu, avant que je le connaisse, j'ai une phrase en tête, je ne sais plus, je l'ai entendu, j'avais lu ça d'ailleurs, il avait écrit dans un article de Société française, je l'ai entendu développer l'idée que, je le cite de tête, qu'on ne pouvait pas s'intéresser au travail, dire des choses pertinentes sur le travail, comme il le disait dans ses aspects les plus infinitésimaux, comme dans ses exigences, je crois que c'est l'expression qu'il avait, ses exigences intellectuelles les plus larges, sans qu'on aille se faire enseigner l'expérience ouvrière, quitte, ajoutait-il, à réévaluer en commun, scientifiques, philosophes et travailleurs, le témoignage de cette expérience. Cette phrase que j'ai conservée en tête, elle est pour moi très importante parce que d'abord elle donnait du sens à ce qu'on faisait chez Wissner, et elle donnait ce qu'on faisait chez Wissner, c'est-à-dire cette mise en situation permanente d'inconfort quand on allait sur le terrain, parce qu'on n'y rencontrait jamais exactement ce que l'on s'attendait à y trouver avec les outils qu'on avait en ergonomie. C'était toujours singulier, particulier, différent, etc. J'ai un tas d'histoires comme ça. Donc, de façon empirique, l'idée qu'il y avait quelque chose à apprendre, alors ça correspondait en plus à mon histoire, mais l'idée qu'il y avait quelque chose de fondamental à apprendre, du travail des salariés et de ce qu'ils en disaient, voilà, c'est une idée qui me paraissait importante, mais qu'un philosophe théorise ça et dise que c'est essentiel pour une approche du travail, voilà, c'est une chose qui m'avait frappé. Et mon contact avec Yves Schwartz résulte de ça. Et pour être très concret, il m'a invité à venir tout au début donc d'APSC, qui, avec Bernard Villon et avec Daniel Faïta, ils avaient créé, dans le cadre de la formation continue, un lieu de rencontre, il faut l'appeler comme ça, c'est pas un lieu d'enseignement ou de formation, mais un lieu de rencontre avec des travailleurs. Les premiers qui y étaient, il y avait Pierre qui était dans le bâtiment, il y avait Roger qui était à la SNCF, qui étaient des militants syndicaux et des militants qui s'interrogeaient sur ce qui se passait dans les entreprises, sur les mutations que connaissait le travail, qui s'interrogeaient professionnellement et syndicalement, socialement, politiquement. Voilà. Et qui, c'est les hasards de la vie, connaissaient donc Yves, Daniel, Bernard. Et donc ils avaient créé un lieu comme ça, pour en débattre. Voilà. Et Yves m'a invité à venir pour faire une intervention. Voilà.
et à venir raconter une de mes histoires. Je suis venu raconter une de mes histoires. À l'époque, je me rappelle très bien, une intervention qu'on avait faite dans la métallurgie, dans le groupe SEB. SEB, c'est les cocottes minutes. Là. Voilà. Et je suis venu raconter comme ça une histoire. C'est important de dire raconter devant le groupe, mais aussi devant Daniel, devant Yves, devant Bernard, qui étaient, je rappelle, respectivement, Daniel était linguiste, Yves était philosophe, Bernard était sociologue, plus les militants ouvriers, bon voilà. Et que, pour généraliser mon propos, et toutes les interventions, ultérieurement quand je suis retourné à Aix, les interventions se faisaient devant tout le monde, parce que la pluridisciplinarité, c'était pas après coup, c'était en temps réel. On fonctionnait en temps réel. Donc j'ai été raconter mon histoire, et je dois dire que j'ai été prodigieusement étonné, et je le suis toujours d'ailleurs, de l'importance que Yves, en tant que philosophe, qu'un philosophe, mais dans ma représentation à moi, un philosophe, c'était quelqu'un qui était un petit peu dans le royaume un peu éthéré des idées, quoi. De l'importance qu'il accordait à mes idées très concrètes, à mes histoires très concrètes, qui sont des histoires voilà, des histoires de difficultés au travail, des histoires de la manière dont on s'en sort avec un prescrit compliqué, voilà, donc des histoires extrêmement concrètes. J'ai toujours été prodigieusement étonné que ça l'intéresse à ce point-là. Voilà. Alors on a discuté, et puis c'est la période où il bouclait sa thèse. J'ai lu sa thèse, mais enfin, difficile de lire la thèse de Schwartz. Je l'ai emmené pendant 2 années de suite en vacances, parce que dans l'année, voilà, 2 années de suite, c'est-à-dire je l'ai lu une première fois, puis il y a un tas de choses que je n'avais pas compris, donc je l'ai relu après. Bon, voilà. Parce que voilà. Il s'agissait de combler aussi une distance, ce qui est un problème que je peux exprimer à partir de mon expérience entre Schwartz et moi, mais qui est un problème beaucoup plus général, une distance très grande entre, on va parler comme Schwartz parlerait, entre le royaume des concepts et tel qu'il s'exprime, et puis le continent de l'expérience, tel qu'on a. C'est une distance très grande, c'est des difficultés de langage, des difficultés de compréhension, voilà. Ce qui, au passage, permet de comprendre l'importance de l'écoute de Schwartz, de sa capacité d'écoute des histoires, j'allais dire des histoires simples, des histoires simples qu'on raconte simplement, bon. et dont lui voyait toute la complexité, qu'il disait, qu'il mettait en mots, voilà. Voilà, là c'est l'histoire de cette rencontre initiale. À la fois pour moi c'était très important que je me posais des questions philosophiques. Je me posais des questions philosophiques, pas tout seul, pas spécifiquement moi. Les gens au laboratoire de Wissner, les ergonomes du laboratoire de Wissner, se posaient des questions philosophiques, à commencer par Alain Wissner lui-même, qui avait en 1974 fait venir au laboratoire, invité au laboratoire un jeune philosophe, Bernard Thor. Il avait trouvé un financement pour ça, et il l'avait fait venir pendant 6 mois, 8 mois, je ne sais plus, au laboratoire, avec comme mission, je me souviens très bien, il lui avait dit dans une réunion, il lui avait dit, écoutez, voilà, je vous donne carte blanche, mais j'aimerais, vous êtes philosophe des sciences, vous êtes épistémologue, j'aimerais que vous nous éclairiez sur ce qu'on fabrique dans ce laboratoire. C'est une question étonnante quand même. Voilà. Ce qui prouve que Wissner se posait aussi des questions de cette nature-là, enfin des enjeux philosophiques, épistémologiques, de la pratique qu'il développait et auxquels je participais. Moi j'étais apprenti à l'époque, auxquels je participais. Et donc je me posais des questions de cette nature-là. Des questions qui sont des questions redoutables, hein, comme par exemple le problème des limites des disciplines. Quand on allait sur le terrain, quand j'ai fait l'étude dans l'électronique, avec les femmes de l'électronique, avec Catherine Tégère et Antoine Laville, quand on allait sur le terrain, on recueillait des données, on recueillait des faits, on recueillait des histoires qui ne rentraient pas dans le cadre étroit de l'ergonomie.
L'exemple que je cite toujours, c'est quand ces femmes qui étaient ouvrières spécialisées, qui travaillaient sur une chaîne fordienne, à mettre des résistances, hein, ils fabriquaient des postes de télévision, la platine qui est au cul du poste de télévision, sur lequel il y a des résistances, des lampes, des capacités, et donc il y avait parmi d'autres, mais il y avait des postes dits d'insertion, c'est d'insérer des résistants, voilà. Donc ça, bon, en ergonomie, enfin, l'analyse du travail, on avait quelques outils de description. C'est déjà en soi, c'était déjà compliqué. Mais enfin bon, on était au poste de travail, d'une certaine façon. C'était compliqué par rapport à l'expérience antérieure de l'ergonomie. Mais enfin, ceci dit, on était quand même au poste de travail, qui était quand même notre domaine. Mais quand on rencontrait ces femmes, elles nous parlaient de leur vie personnelle. Elles nous parlaient des difficultés qu'elles rencontraient quand elles allaient faire des courses. Parce qu'elles avaient comme... elles étaient atteintes, on pourrait dire, d'une pathologie du temps, de la vitesse. Elles n'étaient plus capables de faire quelque chose lentement. Et faire la queue, c'était insupportable. Elles nous parlaient de difficultés comportementales. Quand elles étaient chez elles, avec leurs enfants, avec leurs conjoints. Elles nous parlaient donc de choses qui ne rentraient absolument pas dans le champ de l'ergonomie. Voilà. Et bien évidemment, c'était un tout pour elles. Elle faisait, à tort ou à raison, peu importe, c'est pas le problème, mais elle faisait plus ou moins inconsciemment un lien entre la nature du travail qui était la leur, travail parcellaire, répétitif, monotone, passons l'expression emmerdant, voilà. Et puis les difficultés qu'elle ressentait, je veux dire des femmes qui disent, bon avant je lisais, maintenant je ne lis plus que des bandes dessinées, voilà, parce que j'arrive plus à lire un bouquin. J'ai de la peine à discuter avec mes enfants, j'ai pas un comportement acceptable avec mes gosses, j'arrive pas à les aider à faire leurs devoirs parce que je suis fatigué, etc. Enfin, voilà, tout un tas de choses. Bien évidemment, on peut ouvrir tous les bouquins d'ergonomie de la Terre, on ne trouvera rien là-dedans. Il faut aller chercher ailleurs, il faut aller chercher dans des bouquins des sciences de l'éducation, il faut aller chercher dans des bouquins de sociologie, mais pas dans des bouquins d'ergonomie à l'époque. Bon. Et ça, bien évidemment, c'était inséparable dans leur vie, dans leur expérience. C'était la chaîne et ça, c'était pas des choses qu'on pouvait séparer. Donc ça, c'était voilà une grande question, se dire, bon, qu'est-ce que l'on fabrique quand on découpe dans la vie des gens un petit morceau de leur vie, ou un gros morceau de leur vie, comme c'est un gros morceau. Elles travaillent à la chaîne, alors c'est un gros morceau, mais enfin quand même, c'est pas le seul morceau. Les relations qu'elles ont avec leurs gosses, c'est pas un petit morceau, c'est pas rien. Qu'est-ce qu'on fabrique quand on découpe, quand on isole, quand on se dit, c'est important, j'entends, mais ça ne rentre pas dans le champ de mon action. Bon, voilà. C'est une question qu'on peut se poser de façon très concrète, très empirique, qu'on se pose de façon très empirique, qu'on s'est posé d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait dans le rapport dit ergonomie qu'on met, ça? Comment on en traite? On n'est pas compétent pour traiter ces questions-là, en tant qu'ergonome. Il y a des aspects psychologiques, mais il y a des aspects sociologiques, économiques, etc., pour lesquels on n'est pas compétent. Qu'est-ce qu'on fait de ce matériau? On en témoigne? Avec quel degré de validité? On peut se poser la question, bon. Est-ce qu'on a le droit d'en témoigner dans la mesure où on n'est pas compétent? Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, ça c'est une vraie... Je pense toujours que c'est une vraie question épistémologique, que toute approche du travail pose à celui qui s'y essaie, qui ne rencontre jamais sur le terrain de questions ergonomiques ou de questions économiques ou de questions philosophiques. Non, il rencontre une expérience qui est tout à la fois, qui a toutes les dimensions à la fois. Bon, c'est une vraie question qui interpelle les limites des disciplines, qui interpelle donc la pratique scientifique. Bon, j'ai découvert, oui, une question épistémologique, une question philosophique. Et j'allais dire, Schwartz, si j'osais, Schwartz m'intéressait parce qu'il m'apportait un éclairage sur ces questions-là. Voilà. Alors, comment ça s'est passé dans la première expérience avec ce groupe de travailleurs et l'équipe qui était rassemblée? Comment vous avez travaillé l'interdisciplinarité? Bien, on avait donc des réunions. On hésite d'ailleurs à employer le terme de formation ou parce qu'il serait pas. On avait des réunions où
où on apportait dans la corbeille de mariée, comme on dit en français, où les travailleurs apportaient leur expérience, leur interrogation. Voilà ce qui se passe dans l'atelier, voilà ce qui se passe. Alors ce qui se passe au niveau, avec toutes les dimensions que je viens d'évoquer, ce qui se passe au niveau social, au niveau politique, au niveau de la santé des travailleurs, au niveau des relations du collectif, voilà. Il y avait tous ces éléments dans les histoires qu'ils nous racontaient. Et puis, dans la corbeille de mariée, pour employer une expression de Schwartz, les usineurs de concepts, en face, dont le métier c'est de fabriquer des concepts. En l'occurrence, Daniel, qui était un spécialiste du langage, Bernard, qui était un sociologue, Yves, qui était un philosophe, très vite Marc Bartoli, qu'on avait invité, qui était un copain, qui était un économiste, moi qui étais ergonome, et on aurait pu en mettre d'autres. Si les hasards de la vie avaient fait, il y avait la place pour qu'il y ait un anthropologue, qu'il y ait un juriste, qu'il y ait, que sais-je, beaucoup d'autres. Voilà. Bon, il y avait ceux qui posaient. Et donc, les travailleurs racontaient, s'interrogeaient à haute voix. C'était pas des questions qu'ils posaient seulement. Ils relataient des histoires, ils relataient des expériences. Qu'est-ce qu'on fait avec les mutations du travail? Je veux dire, j'aime bien avec les mutations du travail, parce que tout le monde à l'époque parlait de mutation. Et je me souviens très bien que, par exemple, il me dit, mais il faut réfléchir sur le mot de mutation. Que signifie une mutation? Est-ce qu'il y a une mutation du travail au sens les mots sont pas neutres? Là on est dans le voilà, les mots sont pas neutres. Est-ce qu'il est correct de parler d'une mutation? Voilà, réflexion. Alors on peut multiplier les exemples, hein, je veux dire les salariés disant, pour prendre un autre exemple qui me revient en tête, les salariés racontant à travers leur histoire, bon c'est de plus en plus dur, etc. Hein, les travailleurs témoignent que c'est de plus en plus dur. Bon. Et on avait des réactions, par exemple, de Marc Bartoli, qui disait, qui était en train de faire sa thèse sur l'intensité du travail, et qui reprenait la parole, et qui, en économiste, parlait de l'intensité du travail, parce que c'est un concept économique, bon. Et puis il y avait moi qui disais pour un ergonome l'intensité, mais c'est pas tout à fait la même chose que pour l'économiste, l'intensité du travail. L'intensité du travail pour un ergonome c'est autre chose, c'est l'intensité de la mobilisation du corps, de l'esprit, de la sensibilité pour pouvoir réaliser la tâche. L'intensité du travail pour un économiste c'est autre chose, ça a à voir avec la production de valeur. Voilà. Donc il y avait des débats qui interpellaient les concepts. Là, bon, la mutation, l'intensité, on pourrait multiplier des débats qui interpellaient les concepts, qui en montraient les limites, qui les enrichissaient et qui faisaient retour sur l'expérience des travailleurs pour l'éclairer. La dite expérience des travailleurs étant à l'origine, ça me paraît très important, étant à l'origine. C'est-à-dire, et je pense, je généralise mon propos, mais je pense que dans cette, puisque c'était quand même l'intitulé des rencontres auxquelles j'ai participé à votre invitation ici au Brésil, cette rencontre des savoirs d'expérience et des savoirs cette connexion, comme on dit en brésilien, j'aime bien l'expression connexion d'ailleurs, parce que ça suggère que c'était déconnecté avant, c'est vrai d'ailleurs. Comment on réalise cette connexion? Cette connexion-là, cette rencontre-là, il me paraît très important de rappeler que le seul qui peut en prendre l'initiative et piloter ce processus, c'est l'expérience. C'est l'expérience parce qu'elle est ce qui élargit, ce qui interpelle, ce qui remet en cause, voilà. Ce qui élargit les concepts qui permettent de la penser, etc. Enfin, voilà. Ça me paraît très important de dire que c'est l'expérience qui est première. Donc, pour le dire d'une façon simple, l'expérience des travailleurs. Et quand on n'a pas ce matériau au point de départ, il n'y a pas de possibilité de penser une connexion. J'en suis absolument convaincu. Si on n'a pas ce matériau-là, qu'est-ce que les gens racontent? Qu'est-ce que les gens disent de leur vie au travail, de ses difficultés, de la manière dont ils le réalisent, de la manière dont ils le réalisent dans un collectif, etc. Enfin bon, de la signification que ce travail a pour eux, etc. S'il n'y a pas ce matériau de départ, je pense que le concept est indigent. Et pour des raisons évidentes, c'est parce qu'il a découpé son objet préalablement dans cette réalité et que les travailleurs ne s'y retrouvent pas, quoi, d'une certaine façon, qui risquent de tourner en rond, quoi. Hein. Wissner disait,
c'est très important, il disait, on ne faisait, à propos de l'ergonomie, on ne faisait que valider des modèles préexistants. Voilà. Il faut aller sur le terrain pour construire les questions avec les travailleurs. Ce qui veut dire qu'il faut aller, oui, se faire enseigner par les travailleurs, parce que c'est eux qui peuvent poser les bonnes questions. Personne d'autre. Et les universitaires, les scientifiques, bien évidemment, ont tout intérêt à cette rencontre, parce que c'est ce qui les fait progresser. Les travailleurs, je veux dire, quand les travailleurs, pour être concret, quand les travailleurs nous mettent, moi j'ai vécu ça, nous mettent en dialogue, ils nous mettent en dialogue entre nous, entre les gens des disciplines. Quand ils nous disent, mais en gros ils nous disent de façon concrète, mais l'intensité c'est à la fois l'intensité de mon effort et puis c'est l'intensité pour lequel je n'ai pas la bonne rétribution financière. Hein, je considère que je n'ai pas la bonne rétribution financière. Donc ils parlent de l'intensité, j'allais dire, pour raisonner en termes de discipline, sur le terrain de la physiologie, de la psychologie, de l'usage de soi, enfin du biologique. Et ils parlent de l'intensité sur le terrain de la gestion et de l'économie. C'est eux qui nous mettent en dialogue, qui nous obligent à prendre conscience de la limite de ces... des concepts que l'on utilise, les ergonomes d'un côté, les économistes de l'autre, les psychologues de troisième, et puis et ils nous mettent en dialogue pour qu'on enrichisse ces concepts. Parce que dans la réalité, encore une fois, il n'y a pas de problème ergonomique ou de problème économique. Il y a l'expérience du travail et il y a la manière dont on investit cette expérience. Et l'enjeu philosophique, plus que philosophique, éthique, c'est de ne pas mutiler la vie des gens. Parce que quand on intervient comme ça, quand on découpe comme ça, on risque de mutiler la vie des gens. Oui, mais pour faire ces projets-là marcher, du côté avec les travailleurs, avec l'expérience et entre les scientifiques, il y a eu des difficultés au départ? Ah oui, il y a des difficultés, oui. Oui, parce qu'il y a des difficultés de... comment j'allais dire? Au premier niveau, il y a des difficultés techniques. Je vais dire technique, je mets des guillemets. Hein. Il suffit d'ouvrir la thèse de Schwartz pour comprendre qu'il y a quelques problèmes quelquefois au niveau du langage. Il faut se comprendre pour dialoguer. Et il y a un langage des universitaires, il y a un langage du concept qui n'est pas le même que le langage de l'expérience. Et l'on ne passe pas facilement de l'un à l'autre. Il faut donc un réel effort de part et d'autre. De part et d'autre, d'écoute, d'explicitation, ce qui n'est pas évident d'ailleurs, parce que scientifiques discutent entre eux, ils ont une manière de discuter entre eux, éventuellement qui n'est pas la même que celle qu'ont les travailleurs. Difficulté, bon. Il y a une difficulté, il y a des difficultés aussi psychologiques, je veux dire, bon, je peux en témoigner aussi, mais les travailleurs n'imaginent pas que l'on puisse mettre en question comme ça les savoirs constitués. Ils ont une représentation assez mythique de la science et des scientifiques. Pour eux, la science, c'est incontestable. D'ailleurs, ils n'y ont pas accès, c'est incontestable. Et les scientifiques, être professeur, c'est pas rien pour un travailleur. Être philosophe, encore plus. L'idée qu'il faille mettre en question le type de connaissances que l'on a, la manière dont on les a construits, c'est pas une idée qui va de soi. Le premier réflexe des travailleurs, c'est de venir apprendre auprès des professeurs. Donc on est dans une démarche, ils se mettent eux-mêmes en situation d'apprenants. Ils n'ont pas forcément l'idée, je le dis d'autant plus facilement que je ne suis pas universitaire, je n'ai pas une formation universitaire au point de départ. Donc moi, je peux témoigner de ça. Mon idée, c'était, je savais, de par mon expérience sociale, que le problème de l'usage des connaissances, c'était pas rien. Il fallait se battre pour l'usage des connaissances, d'abord, à commencer par le fait que les travailleurs n'ont pas accès à cet usage. Très bien. Ça, je savais. Mais l'idée qu'il fallait se battre aussi sur la nature des connaissances qui sont produites et la manière dont ces connaissances sont produites. L'idée que c'est trop important pour qu'on laisse ça entre les mains des scientifiques. Il faut aller y mettre son nez, il faut intervenir là-dedans. C'est une idée c'était impensable, ça, pour moi. C'est impensable. Je veux dire, les connaissances, la science, c'était... ça ne se discute pas, la science. Les professeurs, ils ont la science, et donc ça ne se discute pas. On ne critique pas, on ne pose pas des questions à un professeur. Donc,
voilà, je veux dire que cette idée-là qu'il fallait, c'est banal ce que je dis, mais cette idée-là que on pouvait se mettre autour d'une table et qu'on avait tous à apprendre les uns des autres, cette idée que les professeurs avaient à apprendre, que les spécialistes du concept avaient à apprendre de l'expérience, n'est pas une idée qui va de soi. Je continue d'ailleurs à penser que encore aujourd'hui, spontanément, je ne sais pas, dans la formation, dans les rencontres qu'il peut y avoir, spontanément les travailleurs se mettent en position d'élèves. Ils viennent, quand ils arrivent, ils viennent pour recevoir un cours, pour apprendre quelque chose de celui qui sait. Eux, par définition, ils ne savent pas. Et ils n'ont pas l'idée que ce qu'ils savent est important. Il y a des raisons historiques à ça, parce qu'après tout, jamais personne n'a écouté ce qu'ils disent. Enfin, les gens n'écoutent pas ce qu'ils disent. Au mieux des histoires intéressantes, on a dit ça. C'est au mieux des histoires intéressantes. Mais ça n'atteint pas à la dignité de la connaissance scientifique, qui fait l'objet de livres, etc. C'est pas, voilà. C'est des histoires, moi on me l'a souvent dit. Je crois beaucoup aux histoires, justement, parce qu'il faut se battre sur cette question que l'expérience est une forme de savoir qui a autant de dignité que le savoir universitaire. Autant de dignité, qui ne fonctionne pas sur les mêmes référents épistémologiques, mais sans lequel le savoir universitaire est aussi indigent, quelque part. L'inverse est vrai. Je ne veux pas faire de l'ouvriérisme qui serait mal à propos, l'inverse est vrai. Il ne faut pas entendre comme le savoir universitaire ne sert à rien. Non, on a besoin pour penser l'expérience. Mais si l'expérience a besoin du savoir universitaire, l'inverse est le savoir universitaire a aussi besoin de l'expérience. Je veux dire, c'est cette rencontre-là. Tout APST est dans cette rencontre. D'ailleurs, et Schwartz dit que c'est d'abord ça la connaissance du travail. C'est une rencontre. Et il faut le dire pas seulement théoriquement, il faut le dire en pratique. Moi, je suis ergonome. Il n'y a pas d'analyse du travail possible, valide, si cette rencontre n'a pas lieu. Au poste de travail, en situation. S'il n'y a pas la rencontre de l'ergonome avec l'ergonome, mais je le dis de l'ergonome parce que je suis ergonome, mais de celui qui veut s'intéresser au travail, qu'il soit sociologue, économiste, gestionnaire, peu importe. S'il n'y a pas cette rencontre-là, authentique, avec le travailleur, dans un véritable dialogue, c'est-à-dire où il y a apprentissage mutuel, il n'y a pas d'analyse du travail. Je ne crois pas à aucune expertise dans ce domaine-là. Il n'y a pas d'expert qui peut, de l'extérieur, venir produire une connaissance sur le travail sans commencer par apprendre du travail, donc du travailleur. S'il n'y a pas cette rencontre-là, je ne crois pas à l'analyse du travail. Je pense même que c'est dangereux. Les travailleurs légitimement se méfient des gens de l'extérieur qui viennent, on a tous cette expérience-là, qui viennent observer. Voilà, qui à la limite, ils sont polis habituellement, ils se présentent, mais sans plus. C'est pas une affaire déontologique. Les gens sont polis. Je me présente, je suis professeur de tout ce que vous voulez. Bon, très bien, travailleur il dit parfait, mais s'il n'y a pas plus que ça, s'il n'y a pas tout autre chose que ça, alors c'est très dangereux. Moi j'ai tendance à dire aux travailleurs, méfiez-vous, ne montrez pas. Le plus que ça, c'est qu'est-ce que vous avez à apprendre de votre travail ? Et quels sont les enjeux de cet apprentissage? Je ne sais pas si je suis clair, mais... Bon, dans le cadre de la APST, tu as dit que le mot formation, ce n'est pas tout à fait ce qui a pris de plus dans cette expérience-là. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a perdu avec l'institutionnalisation par rapport avec l'institutionnalisation de la formation APST? À l'institutionnalisation, oui. Ouais. Par rapport à la première expérience au premier. Oui, je disais, c'est pas à proprement parler une formation, je pense qu'on vient d'employer un mot rencontre, que Schwartz a repris d'ailleurs. Le travail est rencontre. C'est un travail en commun de l'expérience et du concept, c'est une rencontre. Ça me paraît très important. Il faut lire Schwartz là, parce qu'il le dit infiniment mieux que moi. Donc l'expérience concrète d'APST, c'est l'expérience de cette rencontre, avec ce que ça implique d'efforts mutuels pour s'entendre, se comprendre, s'expliquer, etc. Voilà. Ça a donné un bouquin qui s'appelle L'homme producteur, qui n'est pas très bon, c'est mon avis.
à mon avis, qui n'est pas très bon, parce qu'il est encore trop universitaire. C'est quand même les spécialistes de la plume qui ont tenu la plume. J'ai fait un chapitre dedans, j'ai rédigé, Schwartz a rédigé, Daniel a rédigé, puis on a mis que c'était le résultat d'un travail avec les salariés. Mais il n'y a pas les histoires des salariés. Et ça manque quand même, ça manque sérieusement. Ben bon, c'était la première expérience. Il n'y a pas les histoires des salariés. C'était pas très bon de ce point de vue-là, c'est-à-dire on reflétait encore, malgré les efforts qui ont été faits, l'idée qu'il y avait quand même un savoir conceptuel qui surplombait les savoirs d'expérience. Voilà. On utilisait d'une certaine façon ces savoirs d'expérience pour les mettre en forme. Bon. On voit bien les limites de ce genre de choses, parce que ça signifie aussi qu'ils surplombent, qu'ils sont plus importants, ce qui n'est pas vrai. Bon, il faut qu'on apprenne, mais ça reste vrai comme interrogation. Il faut qu'on apprenne à faire toute sa place au savoir d'expérience, c'est-à-dire y compris dans l'écrit. Dans l'écrit. Il faut qu'on aide les... Alors, par exemple, ça a donné lieu... La prise de conscience de ça a donné lieu dans le dispositif APST, une chose que Bernard Vuillon faisait très très bien d'ailleurs, c'était de faire écrire leur histoire, leur itinéraire aux salariés. Dire tu mets par écrit. Alors c'est compliqué, les salariés n'ont pas trop l'habitude d'écrire, mais c'est pas une difficulté technique. Hein, voilà. Le premier obstacle, c'est qu'ils ne voient pas pourquoi ils mettraient par écrit. Qui ça va intéresser? Bah oui, justement. Justement. Donc Bernard faisait ça très bien, d'aider les salariés à mettre par écrit leur histoire. Tu viens d'où, tu fais quoi, pourquoi tu fais ce métier, qu'est-ce que tu vis dans ce métier, de l'écrire, de le mettre par écrit. C'est un matériau irremplaçable. Voilà, je disais. Voilà. Alors, on a développé ça, comme ça a duré, il y a eu un bouquin, et puis dans le cadre de la formation continue, on a eu plusieurs années, je ne me rappelle plus combien, plusieurs années de suite, et ça s'est fait par le bouche à oreille, c'est des salariés qui ont fait venir des copains, etc. Voilà. C'est pas évident, même du côté des salariés. Je veux dire, au chapitre des difficultés, il faut signaler qu'un certain nombre, qui étaient des militants, tous des militants au point de départ, ce qu'ils faisaient, leurs collègues, leurs copains ne comprenaient pas toujours qu'est-ce qu'ils venaient foutre qu'est-ce qu'ils venaient faire dans cette galère, quoi. Il y en a certains qui ont été un peu isolés. Qu'est-ce qu'il va faire de passer du temps à se mettre à brasser des idées? Voilà, hein, les salariés sont très, très concrets, donc certains ont même été isolés dans leur collectif militant, par exemple. La section syndicale disant attends, t'as rien d'autre à foutre que... Il y a des choses tellement plus importantes éventuellement. Il y a y compris des difficultés comme ça. Donc du côté des salariés, c'est aussi une bagarre. De leur côté. C'est une bagarre du côté des universitaires aussi. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de bazar? C'est le mot. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de bazar pour les universitaires? C'est pas très sérieux quand même. C'est pas très sérieux, ça ne répond pas à des critères constitués de longue date, etc. Bon, voilà. Donc, là aussi, Yves a souvent expliqué, il le dira mieux que moi, mais ses collègues philosophes ne comprenaient pas trop qu'est-ce que c'était que cette... Qu'est-ce qu'il fait lui comme philosophe dans un truc pareil. Daniel, c'était la même chose. Ses collègues linguistes... c'est quoi ce bazar? Enfin bon, on était tous confrontés à un bazar. Bon, voilà, hein, sans exception. Moi, Wissner m'a dit... Alors... il faut rappeler qu'il était au jury de la thèse de Yves, donc les contradictions, c'est fondamental. Mais Wissner m'a dit, c'était déjà assez compliqué l'ergonomie, qu'est-ce que tu vas faire dans ce bazar? Bon voilà, donc le problème est le même. Les salariés, c'était... il y a un problème? Les salariés, c'était vis-à-vis de leurs copains, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère, hein, il faudrait citer Molière là. Qu'allait-il faire dans cette galère? Voilà, c'est exactement ça. Et c'était vrai pour chacun d'entre nous. C'était vrai pour chacun d'entre nous. Moi, je ne suis pas étonné de ça. Parce que j'avais déjà vécu ça chez Wissner. La force de l'expérience de l'expérience de Wissner du laboratoire de la rue Gay-Lussac, c'est quand même ça, c'est d'être en rupture par rapport au canon
universitaire de la pratique, en l'occurrence ergonomique. Mais donc j'avais déjà vu ça parce que j'avais assisté à des conflits, à des discussions. Qu'est-ce que vous fabriquez, hein? Tout à l'heure, je disais, on m'a dit, je ne sais pas si je l'ai dit, mais enfin, on m'a dit, à propos d'une étude de terrain, qui est reconnue comme étant un peu fondamentale, on m'a dit, c'est intéressant toutes ces histoires, mais c'est pas de la science. Ah ouais, bon, c'est pas de la science. Voilà, c'est intéressant. Voilà. Alors, éventuellement, on était tous logés à cette enseigne-là. Ce que vous faites, c'est intéressant, parce que, bon, voilà. Mais tout ça, c'est pas très sérieux. Parce que quand on dit c'est pas de la science, ça veut dire c'est pas très sérieux. Voilà. Et tous, je crois que c'est vrai de Yves, c'est vrai de Daniel, c'est vrai de Bernard, c'est vrai de moi, c'était vrai de Marc, c'était vrai de... Il y a quelque chose qui était de l'ordre d'une pratique qui ne rentrait pas dans les canons universitaires, ou dans les canons syndicaux reconnus. Voilà, hein, qui transgressait. Voilà, on transgresse. C'est le mot qui convient. On transgresse. Alors, ces difficultés-là, enfin, oui, ça se traduit par des difficultés, mais je pense que c'est l'indice d'un vrai problème. C'est l'indice d'un grand problème. Se sont particulièrement bien manifestées, ces difficultés, quand le processus, il a fallu l'institutionnaliser. Parce que bon, dans le cadre de la formation continue, il est tolérable d'avoir un bazar comme ça, où il y a des gens qui se rencontrent, bon ok, mais enfin, il arrive un moment où, enfin, pour être concret, on va quand même pas donner du fric et des postes pour faire un truc dont on ne sait pas, une espèce d'ovni intellectuel, tu vois, un objet volant non identifié, intellectuel, on va quand même pas donner de l'argent, des postes pour faire ça. Donc on était condamné à rester complètement marginal, entre nous, où il fallait s'institutionnaliser. Donc il fallait rentrer dans un cadre constitué. C'est comme ça qu'on a créé le DESS. Mais un DESS, c'est pas n'importe quoi. Le ministère de l'Éducation nationale en France, il a un modèle, il y a un volume d'heures, il faut passer par il faut passer sous les fourches godines de ce que l'on entend par une formation universitaire. Voilà. Je suis pas comment j'allais dire, méprisant vis-à-vis de ça. C'est utile aussi. Hein. C'est comme le prescrit réel aussi. Pour des ergonomes, pour gérer l'écart, il faut qu'il y ait un écart. S'il n'y a pas de prescrit, il n'y a pas d'écart, il n'y a rien à gérer. Voilà. Hein, donc je ne suis pas méprisant. C'est utile qu'il y ait un cadre. Ceci dit, comme tout cadre prescrit, il est contraignant. Toujours, et il viole un petit peu la réalité, il viole comme toujours, comme tout cadre prescrit. Il est contraignant et il contraint la réalité, il ne faut pas employer des gros mots, quoi. Il contraint la réalité. Là, il contraignait notre expérience, il l'obligeait à rentrer dans un cadre qui n'était pas tout à fait celui du début. Celui du début, c'était un petit peu... on ne pouvait pas anticiper, on arrivait, les gars racontaient leur histoire de la veille, et puis on faisait face. Il n'y a pas de programme. Si tu veux faire entrer ça dans un programme, c'est râpé. L'histoire que tu as vécue la veille, elle n'a plus sa place, parce que c'est plus dans le programme. Voilà. Alors il faut se mettre à... C'est compliqué, quoi. Voilà. On voit très bien. C'était comme ça que ça fonctionnait avant. Le type qui venait, la veille, il y avait la grève dans sa boîte, il venait avec son histoire de grève. Et puis on se mettait à réfléchir sur son histoire de grève, parce que c'était la question ici et maintenant qu'il fallait traiter. Voilà. Et puis l'autre, c'était, j'en sais rien, un accident du travail. Voilà, on traitait. C'est comme ça. Dès lors que tu as un programme, c'est plus possible. C'est dans une logique. Tu commences au début et puis tu avances avec des étapes et tu dois terminer à la fin. Donc les histoires, il faut qu'elles rentrent au forceps. Voilà, ça, c'est des difficultés pédagogiques. Compliquées. Et dans ce processus d'institutionnalisation, bien évidemment, on a dû chacun d'entre nous, Yves, Daniel, Bernard, Marc, moi, etc., on a dû faire un programme. Voilà, les interventions en ergonomie, c'est un module, c'est 50 heures avec un programme. Ça nous a toujours mis mal à l'aise, ce genre de truc, parce que c'est, par définition, par rapport à l'expérience qui était la nôtre, c'est pas possible. D'une certaine façon.
Moi, j'ai toujours dit que je ne sais pas trop ce que j'ai enseigné à Aix. D'ailleurs, vous y êtes passé, vous le savez. Je ne sais pas trop comment j'ai enseigné, parce que j'arrivais pas, j'ai jamais réussi à faire rentrer ça dans un programme. C'est-à-dire, je pense que j'y ai trouvé ma propension à raconter des histoires, parce que c'était une manière de contourner aussi une manière de contourner le système. Et puis de susciter les histoires des salariés, parce que c'était ça qui nous intéressait. Voilà. Alors, c'est une difficulté, l'institutionnalisation. Hein, c'en est une, et encore une fois, il faut la traiter. Il y a une autre difficulté, c'est que du fait qu'on avait un DESS, il fallait... Alors c'est une négociation compliquée, hein. Moi je ne connais pas les détails, parce que c'est Yves et Bernard qui ont beaucoup conduit ce genre de négociation au sein de l'Université de Provence. Il a fallu négocier la possibilité qu'il y ait des salariés en formation continue et donc des procédures de recrutement. Puisqu'on s'inscrit dans un ESS, il y a bien évidemment, il y a des... on ne s'inscrit pas comme ça, dans un ESS, il y a des prérequis. Et puis on avait des salariés, je ne sais pas, le docker qui arrivait de Marseille et qui était immigré ou autre, qui n'avait pas été scolarisé, mais qui avait une expérience sociale énorme, il n'avait pas les prérequis pour entrer à un niveau bac plus 5. À la limite, l'université lui dit « Vous avez votre bac ?» Bien évidemment qu'il n'avait pas son baccalauréat, c'était évident. Donc il a fallu négocier, ce qui s'est institutionnalisé depuis d'ailleurs, mais là on faisait. Il a fallu négocier une validation des acquis professionnels et sociaux. Ça c'est institutionnalisé puisque la validation des acquis existe aujourd'hui en France, qui permettent à des gens de reprendre des études. Et elle existe aujourd'hui parce qu'avec le chômage, il a fallu trouver des moyens de permettre à des gens on pouvait pas, le type de 50 ans, tu ne peux pas l'envoyer faire son baccalauréat pour reprendre une formation pour une reconversion. Bon. Et puis il apparaissait évident que c'était idiot parce on avait appris des choses en travaillant. Donc c'est venu, j'allais presque dire grâce au chômage, je vais mettre des gros guillemets, mais il y a 20 ans, donc on avait négocié ça, l'équipe d'Aix avait négocié ça avec l'Université de Provence. Et toutes les années, moi j'ai été pendant plusieurs années, toutes les années j'étais au jury pour recevoir des salariés et évaluer leurs acquis, évaluer les choses pour qu'ils puissent venir. Et nos critères, ça a été fait avec l'Université de Provence, qui le faisait très très bien, nos critères c'était de prendre en compte ce qu'il, bien évidemment, les savoirs d'expérience. Voilà. Ça me paraît important, quoi. Voilà. Et alors, voilà une difficulté. L'autre difficulté, c'est que du moment que c'était un DESS, il fallait qu'il y ait des étudiants en formation initiale. Ça, c'est une difficulté en tant que telle. C'est une grosse difficulté qui n'a jamais été levée d'ailleurs. Parce que par définition, les étudiants n'ont pas travaillé, hormis les 2-3 petits boulots pour gagner des sous l'été, quoi. Qui n'est pas une expérience négligeable, mais enfin qui est une expérience courte par rapport... bon. Et donc... Le processus qui vise à mettre en dialogue des savoirs d'expérience et les savoirs conceptuels avec des étudiants qui n'ont pas l'expérience du travail, c'est quand même un truc très compliqué. Très très compliqué pour eux. J'ai toujours pensé que c'était compliqué pour les étudiants, moi. Parce qu'ils n'ont pas cette expérience-là. L'idée, c'était qu'ils profitent du dialogue. Ils étaient à égalité dans toutes les promotions, c'était 50-50, étudiants, formation continue, salariés en formation continue, c'est qu'ils profitent, c'est qu'ils puissent apprendre aussi de l'expérience des salariés. Ça s'est fait en partie, il y a eu des belles réussites, mais c'est compliqué. Je veux dire qu'on retrouvait la même façon que les salariés sont un peu spontanément silencieux devant le professeur, ils se taisent pour apprendre. Les étudiants étaient très impressionnés, ont toujours été, restaient très impressionnés par l'expérience des salariés, et ils se taisaient. C'est-à-dire qu'il y avait de la peine à s'exprimer, c'est-à-dire qu'il y avait le risque c'était toujours que le dialogue se passe entre les salariés et les profs avec les étudiants qui attendaient, quoi, hein, qui étaient... Voilà, c'était des difficultés spécifiques. Je les pointe, je ne suis pas sûr qu'on les ait levées toutes. On ne les a pas levées. Elles subsistent, je ne pense pas qu'on puisse les lever comme ça. Je veux dire que les étudiants qui arrivaient sur des bases pluridisciplinaires, alors c'est une troisième difficulté,
c'est que le processus d'emblée est par définition pluridisciplinaire, donc on recrutait des gens parmi les étudiants qui venaient de psychologie, de sociologie, d'économie, etc. Beaucoup les sciences humaines, avec des regrets, on aurait bien voulu qu'ils viennent aussi des ingénieurs, des élèves ingénieurs, qui viennent des historiens, il y en a eu un ou deux, pas beaucoup, qui viennent à la limite des étudiants en médecine. Bon, voilà. Hein. Mais en plus, donc, on multiplie les difficultés, c'est-à-dire on a dans une même salle des étudiants qui ont des formations universitaires disciplinaires classiques, et puis différentes, et puis des salariés qui ont une énorme expérience sociale avec les Allemands. Tout ça, ça fait un mélange un peu détonnant, quoi. Avec incontestablement le risque que cette rencontre, notamment pour des étudiants, ils la vivent comme, ils détruisent ce que j'ai appris avant, qui était bien structuré, j'étais psychologue, j'avais une formation en psychologie, hein, voilà. Et ils commencent à me dire que la psychologie a tellement de limites qu'à la limite, il faut mettre en question. Donc mettre en question ce que j'ai appris, ce qui est quand même dur. Et puis il faut reconstruire ça sur des bases élargies, en intégrant une expérience du travail que je n'ai pas. Je le dis comme ça, mais ça montre les difficultés pour les gens. Ne me demande pas. Ça a marché, je constate de façon empirique, mais ne me demande pas comment. Ça a marché, avec des limites bien sûr, comme tout ce qui marche, mais ça a marché. C'est-à-dire qu'il y a quand même une assez belle réussite. Il y a des gens dont ça a bouleversé la vie, et la pratique par conséquent. Des salariés, incontestablement, des universitaires aussi, c'est mon cas, c'est le cas d'un certain nombre d'autres, où ça a changé un certain nombre de choses, des étudiants aussi. Pas tous, parce que certains ont eu de la peine ils ont parfaitement compris, mais c'est difficile ensuite. Et puis c'est difficile parce que la question revenait d'une façon récurrente, c'est qu'est-ce qu'on fabrique dans ce ESS, c'est quand même une formation professionnalisante, et qu'aller expliquer que quand on cherche du boulot, quand on cherche du travail, aller expliquer que sa formation vous a préparé qu'on s'est formé à piloter, à favoriser la rencontre des savoirs sur le travail. Attends, un patron il dit je suis où là? Je veux dire que c'est pas vendable en l'état. D'accord? Je veux dire que c'est pas une pratique vendable en l'état. Il n'y a pas de poste de travail qui corresponde à une compétence qui est celle de savoir faire s'exprimer l'expérience du travail. Ça n'existe pas. Donc c'est compliqué pour trouver du boulot pour les étudiants, faut le dire. Moi, ma position étant d'ailleurs, parce qu'il tout le temps, il nous interrogeait là-dessus, je vais me présenter comment quand je vais chercher un emploi. Ma position étant que, personnelle, je l'assume, mais étant, tu te présentes en fonction, à la limite, de ce à quoi tu t'es préparé quand tu as fait tes études ou de tes envies. Tu voulais faire de la psychologie, tu avais des raisons de le faire. Tu voulais faire de l'ergonomie, tu voulais faire, tu voulais être dans un service d'organisation. Tu es organisateur, présente-toi comme ça, voilà les postes. Parce que je pense que la démarche ergologique, c'est vraiment, elle est le résultat d'un positionnement philosophique, c'est-à-dire elle n'est pas une professionnalité, personnellement je pense. Je pense qu'elle est la manière, la manière dont je me positionne pour exercer mon métier. Pour employer une expression claire, je pense qu'il y a une manière ergologique de pratiquer son métier d'ergonome. Et cette manière ergologique, c'est premièrement de mettre au fondement de sa pratique l'activité de travail des gens, et c'est une manière de travailler au quotidien, avec tout ce que ça implique d'inconfort, etc., de travailler au quotidien une dialectique redoutable, qui est à la fois le refus philosophique de découper dans la vie des gens, parce que on massacre un petit peu cette vie,
D'une certaine façon, c'est une insulte à la vie que de découper. Bon. Donc le refus philosophique de découper et en même temps l'acceptation, je mets politique de ce découpage parce qu'il faut bien agir. Il ne suffit pas de baratiner seulement sur le travail. Il faut bien, et que moi comme consultant, ergonome, quand j'arrivais dans une situation de travail, j'ai un temps limité, j'ai un budget limité, il faut bien que je me découpe des objets sur lesquels je peux produire de la connaissance et je peux agir. Mais en même temps, il faut que je sache que ce découpage, il est extrêmement dangereux, que ce découpage, il mutile quelque part la vie des hommes. Bon, c'est une dialectique compliquée quand même de travailler cette dialectique. Je le dis pour l'ergonomie puisque je suis ergonome, ça, pour moi, ça a un caractère très général pour tous ceux, sans exception, qui interviennent dans le champ du travail, qu'ils soient psychologues, sociologues, formateurs, gestionnaires, organisateurs, tous les métiers. Donc voilà, c'est donc l'ergologie, la démarche ergologique, c'est une manière de pratiquer son métier. C'est pas une professionnalité, c'est une manière de pratiquer son métier. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Une dernière question un peu corporativiste. Pourquoi il y a des gens qui sont formés à la PST et après ils sont allés chercher l'ergonomie, une formation de l'ergonomie, et pourquoi les ergonomes les payent pour la raison que je viens de dire. C'est-à-dire que l'une des choses qu'ils ont découvert à PST, notamment des étudiants, mais aussi des salariés, qui, du fait de leur histoire, sont venus faire à PST parce qu'ils étaient en chômage, donc ils en ont profité pour faire une reconversion professionnelle. Mais l'idée de la reconversion professionnelle n'était pas l'idée de départ. L'idée de départ, il ne s'agissait pas d'apprendre un autre métier, il s'agissait de réfléchir sur la manière dont on exerçait son métier et la manière dont on exerçait ses mandats, d'ailleurs, militants, syndicaux, politiques, etc. Mais avec le chômage, il est arrivé à PST un certain nombre d'adultes qui étaient de salariés, qui en ont profité pour faire une reconversion professionnelle. Et parmi ces salariés, un certain nombre ont débouché dans l'ergonomie. C'est plus vrai pour des étudiants. Les difficultés que j'ai essayé de décrire ont conduit un certain nombre à choisir l'ergonomie pour une raison, à mon avis, simple, c'est qu'il se trouve que l'ergonomie a comme objet, la conception que j'ai de l'ergonomie, a comme objet principal l'activité de travail des salariés. Voilà. Et que ce qui apparaissait dans la formation à PST, ce qui apparaissait, c'était que l'ergonomie avait des outils et des méthodes pour décrire, pour analyser l'activité de travail, dont Yves Schwartz philosophiquement disait c'est la base, c'est le fondement. Si vous ne passez pas par l'activité, on rate tout. Voilà. Donc un certain nombre ont tiré la conséquence que faire de l'ergonomie, c'était être immédiatement au fondement de. Je crois que c'est assez vrai d'ailleurs. C'est la force de l'ergonomie. Je veux dire, c'est pas par hasard. On ne peut pas ne pas être frappé par la proximité étymologique de l'ergonomie et de l'ergologie. Ergonomie, ergologie. Alors on peut faire des jeux de mots qui sont marrants. Quelqu'un un jour a dit mais attends, c'est quoi une ergonomie ergologique, ça paraît tautologique comme expression. Non, il y a une proximité linguistique qui signifie très précisément une chose, c'est que ce qui est au fondement de la pratique de l'ergonomie, c'est ce qui est au fondement de positionnement philosophique qu'on dénomme une démarche ergologique. C'est l'activité concrète des femmes et des hommes qui ont l'activité concrète de travail au premier abord. Pas uniquement, l'ergologie élargie, c'est l'activité des hommes et des femmes qui vivent, par lesquels qui vivent. Donc c'est pas tellement étonnant que des gens aient basculé du côté de l'ergonomie. Mais il faut tout de suite préciser, moi j'ai toujours été clair, j'étais identifié comme l'ergonome dans la bande, je n'ai jamais fait un cours d'ergonomie à PST. D'ailleurs, tu le sais, c'était pas un cours d'ergonomie. Je pense que l'ergonomie, comme toutes les disciplines, elle suppose qu'on acquiert des outils, des méthodes d'analyse ou autres. Je n'avais pas le temps de les enseigner. On n'est pas ergonome avec 40 heures. Le module d'ergonomie à PST, c'est 40 heures. Pour faire un ergonome professionnel qui tienne la route, c'est 2 ans d'université. C'est 2 ans d'université, toutes les formations. Donc 40 heures, il était hors de question de faire un cours d'ergonomie. Ce que je faisais, je ne sais pas ce que je faisais, mais ce que j'essayais de faire, j'ai jamais su ce que je faisais exactement. Ce que j'essayais de faire pendant ces 40 heures,
c'était, si, je vais te dire comme ça, c'était de témoigner, d'où mes histoires, de ce qu'était pour moi, dans ma pratique, de ce que c'était qu'une pratique ergologique de l'ergonomie. De témoigner, voilà comment moi je fais. Voilà pourquoi, comment je fais avec mes outils d'ergonome, voilà, de témoigner. Je pense que c'est le bon mot d'ailleurs. Je ne crois pas qu'on puisse faire autre chose à APST d'ailleurs. Et aux étudiants qui me disaient je voudrais faire de l'ergonomie, je leur disais hop, direction Danielou, le CNAM, il faut, parce qu'on ne fait pas de l'ergonomie simplement, on peut pas, autrement on baratine sur le travail. Il faut aller apprendre, je sais pas, on peut prendre un exemple concret, je veux dire, quand on arrive sur une situation de travail, on peut être amené, en raison de la demande qui vous est adressée, de la situation par exemple, amené à produire de la connaissance sur la posture de travail. Il ne suffit pas d'en parler de la posture. Il y a des outils en physiologie, en psychologie, etc. Il y a des concepts qui permettent d'aborder sérieusement la posture. Il n'y a rien de pire que le type qui vient baratiner sur la posture comme ça. Bon, voilà. Et ça, on l'enseigne pas à Aix. À mon avis, ce qui est vrai de l'ergonomie, je parle de ce que je connais, est vrai du reste. Je veux dire, une intervention en sociologie, pour faire un sociologue qui tienne la route, il y en a pour 2 ans ou 3 ans. 40 heures de sociologie, c'est aussi un témoignage sur, en sociologie, que veut dire l'a priori de partir de l'activité des gens. Qu'est-ce que ça signifie en sociologie? C'est de l'ordre du témoignage. Après, on n'enseigne pas des outils, parce que des outils sociologiques qui existent, il faut du temps pour ça. Donc celui qui veut rester sociologue, soit il a eu la formation avant, soit il y retourne après, mais voilà. Il faut voir APST, ce qui est une difficulté en soi d'ailleurs, puisque c'est une formation professionnalisante, il faut voir APST comme un processus réflexif. Réflexif sur mon expérience du travail, je vais réfléchir dessus. Réfléchir philosophiquement dessus. Et qui me permet de rebondir et de développer ma pratique professionnelle et sociale et politique, etc. Hein, ma pratique, voilà. Et la deuxième partie, pourquoi les ergonomes ne sont pas vraiment appropriés de cette... Je ne suis pas sûr qu'il faille dire ça. Je pense que cette appropriation, elle est complexe. Dans l'ergonomie de langue française, Schwartz a une place importante. Je veux dire, le congrès de la SELF à Paris, qui était organisé par EDF, qui était quand même, y compris les organisateurs, c'était des gens qui sont quand même qui étaient très proches des ingénieurs, très proches donc assez éloignés. Il lui a été demandé, le conseil scientifique lui a demandé de faire la leçon, la conférence inaugurale. Bon, où en philosophe, il a dit en quoi le thème du congrès, il a réfléchi philosophiquement sur le thème du congrès. Bon, petite histoire, j'étais à côté de François Danielou, qui est un ergonome et qui machinait, parce que c'est une expression que qui suis pas, c'est pas moi, bien évidemment, mais il m'a dit, à la fin, il m'a dit, tu l'as bien formé. Ben, c'est pas moi qui ai formé Schwartz. mais voilà, Danielou, ça avait du sens pour lui. Ça avait du sens ce que Schwartz racontait. Mais dans les couloirs, j'ai rencontré des types qui ont dit, tu n'as rien compris à ce qu'il a dit, Schwartz. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est compliqué. Voilà. Mais le texte, il existe. Hein, il y a 4 ans, il était co-organisateur du congrès de la SELF, avec un autre ergonome de PACA, sur la prescription. Et là aussi, il a fait une introduction sur, philosophiquement, que signifie la prescription. Donc voilà, on ne peut pas dire que les ergonomes n'ont pas... simplement, je pense que pour eux, c'est compliqué parce que la philosophie, ça paraît un autre continent, de par leur formation initiale. C'est comme les travailleurs, c'est la même chose, hein, c'est le même problème. Ça leur paraît un autre continent. Que vient foutre un philosophe dans cette galère? Voilà, alors il faut les convaincre qu'il a ta place. Bon, mais il y a des choses qui passent. Il y a des choses qui passent, qu'ils entendent. Bon, on pourrait souhaiter, je voudrais que ce soit beaucoup plus avancé que ça. Bon, ok, mais il faut le temps. Mais bon, c'est la même chose au Brésil quand même. Hein. Je veux dire qu'au Brésil, Schwartz a quand même
l'ergonomie brésilienne qui doit beaucoup à Alain Wissner, moi je les connais, les ergonomes, ils ont entendu parler de Schwartz. Mais j'en ai rencontré deux avant-hier qui m'ont dit oh, il est compliqué Schwartz, il pouvait écrire plus simplement. Ben oui. Alors, ben oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Mais en même temps aussi, si on lit un texte d'un psychologue ou d'un ergonome très compétent, quelqu'un qui n'est pas de la partie, comme on dit, il va trouver ça compliqué, il va devoir réfléchir. Je veux dire, il y a un effort. Après tout, moi je ne suis pas philosophe de formation, oui j'en ai bavé pour lire la thèse de Schwartz, mais après tout, les gens ils peuvent faire un effort aussi. Ce que je peux dire, c'est que ça vaut le coup de faire cet effort. Voilà, ça vaut le coup. Il faut le lire Schwartz. Il pourrait faire un effort lui aussi, bon, enfin ça, ça je lui dirais, mais je lui ai déjà dit d'ailleurs, mais il fait des bouquins trop gros, trop longs. Enfin bon voilà, c'est aussi un petit peu le péché mignon des philosophes, hein. Il n'est pas le seul à faire des gros bouquins, des bouquins compliqués, quoi, voilà. Hein, je pense ce matin en attendant là, dans le bureau de Désy, je relisais la postface de sa thèse, signé de Bourgeois, qui est un philosophe, c'est rigoureusement incompréhensible. Voilà. C'est rigoureusement incompréhensible pour quelqu'un qui va dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, voilà. Oui, ils ont des efforts à faire. Nous aussi, on a des efforts à faire. Je pense qu'il faut se dire que ça vaut le coup. Voilà. Ça vaut le coup. C'est difficile à lire, ça vaut le coup. On a fait des efforts aussi. Je veux dire que le travail ergologie qui est passé à travers dans la fabrication d'un outil par l'oral, où Schwartz a interviewé ainsi que Daniel, ainsi que moi, etc. Et puis qui a donné lieu à un bouquin où on a retravaillé le texte, c'est un peu plus abordable. Il y a des histoires, on voit, etc. Bon, voilà. Mais c'est compliqué aussi parce que quand on écrit en philosophie, les autres philosophes, on écrit aussi pour les autres philosophes. Comme quand on écrit en ergonomie, c'est-à-dire si on ne rend pas compte de ses références. Bon, on ne peut pas reprocher à Schwartz d'être philosophe qui donne des références, qui cite Spinoza, Platon, etc. Oui, mais le salarié du coin, lui, Spinoza et Platon, il ne connaît pas, il n'a pas lu. Bon. Mais après tout, il fait son métier aussi quand il donne des références philosophiques. Voilà. Jacques, quelles étaient tes impressions, les premières impressions à propos de notre projet? Só não chegou a acabar a fita agora. Deixa eu trocar ela aqui. C'est trop long? Connexion de savoir et tes impressions de ces rencontres avec le Wiener à Belo Horizonte. Et quels conseils tu nous poses pour qu'on puisse poursuivre? Bien, je vais d'abord répondre par la deuxième partie de la question parce que la réponse va être rapide. Je me garderais bien de donner des conseils. Parce que ça serait, franchement, ça serait pas cohérent avec tout ce que j'ai pu dire avant. Non, je veux dire, bon voilà, on est dans la singularité. D'abord, je ne connais pas le Brésil. Voilà, ça me paraîtrait pas très sérieux de donner des conseils. Mes premières impressions, je ne vais pas non plus tellement donner de premières impressions parce que, et là je plaide coupable, comme je ne parle pas de brésilien, je n'ai rien compris du tout à ce qui se passait au débat et que je n'allais pas mobiliser quelqu'un pour me faire des traductions. Ça, j'ai qu'une chose, j'ai qu'une leçon à tirer de ma participation, c'est d'apprendre le brésilien. C'est ce que j'ai de mieux à faire. C'est ce que mon ami Schwartz sera sûrement content avec ça. Non, ce que je veux dire, mais c'est une manière de répondre quand même à ta question. Il se trouve que récemment en France, une organisation syndicale a repris quelque chose qu'on avait amorcé dans les années 70. Puis qui était tombé un peu en désuétude parce qu'il y avait le chômage, il y avait un tas de choses qui étaient compliquées, comme enfin on n'est pas c'est vrai. Dans les années 70, on avait avec une fédération syndicale, notamment pas uniquement, mais en particulier une fédération syndicale, eu des processus qui sont assimilables à celui que j'ai décrit. Voilà. L'idée c'était de repartir du travail des salariés. Donc on avait ça s'appelait formation, mais
il s'agissait de faire causer les salariés sur ce qu'ils faisaient, puis de réfléchir en temps réel à partir de ce qu'ils faisaient. Bon, voilà. Et puis ça a donné un certain nombre de choses très importantes d'ailleurs, hein, mais disons que cette pratique-là, elle était tombée un petit peu en désuétude, quoi. Et ça a rebondi l'année dernière, en 2005, à un niveau supérieur. L'histoire n'est pas linéaire, voilà. Ça a rebondi avec, moi je n'ai pas participé, mais avec un de mes collègues ergonomes. C'est en ergonomie ça, hein, François Danielou, et puis un certain nombre d'autres, Francis Bourdon, etc. Bref. Donc sur la demande d'une organisation syndicale, ça a donné lieu à un bouquin qui vient de sortir, qui me paraît intéressant, et tout à fait intéressant. Et je ne peux pas ne pas être frappé, parce que c'est pas le seul, je pense, sur le fait qu'il y a des initiatives qui se prennent à ce niveau-là. Vous ici avec les mineurs, une organisation syndicale en France, mais il y en a eu d'autres. Il y a des choses qui se réfléchissaient en Algérie, où on était allé avec Schwartz aussi. Je ne sais pas si ça se montrera, mais voilà, avec des préventeurs. Parce que bon, voilà, est-ce qu'on peut faire la question, c'est toujours la même. Est-ce qu'on peut faire de la prévention sans passer par le travail? Voilà. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de mûrir politiquement, dans la diversité des situations. Au Brésil, c'est pas la même chose que l'Algérie, pas la même chose que la France. Il y a des choses qui sont en train de mûrir quant à cette idée, auquel je crois qu'elle est fondamentale, que nombre des problèmes auxquels nous sommes affrontés, les uns et les autres, qui sont divers, sont littéralement inabordables, pour ne pas dire insolubles, tant qu'on ne repassera pas par le travail, tant qu'on laissera le travail dans l'ombre tel qu'il est, dans la pénombre, pour ne pas dire complètement dans l'obscurité tel qu'il est. Repasser par le travail, ça veut dire redonner la parole aux travailleurs, redonner la parole à l'expérience. Il n'y a pas 36 solutions, c'est ça où on ne repasse pas par le travail. Et ça, j'ai quand même l'impression que cette idée, elle est en train de progresser. C'est que les problèmes des plus... J'allais dire des plus petits, je vais finir sur ce que disait Schwartz, dans les plus infinitésimaux des problèmes, les plus petits au niveau du poste de travail, de l'atelier, de ce que vit Monsieur X ou Madame Y. On s'en sortira pas si on ne repasse pas par une compréhension de leur travail. Je pense à des choses qui sont importantes en France, peut-être au Brésil aussi. La montée en flèche des troubles mentaux liés au travail, les TMS. Bon, on sent bien que si on ne repasse pas par une compréhension du travail véritablement, on ne résoudra pas ces problèmes. On va psychologiser, on va psychologiser les problèmes. C'est pas ça. Donc des aspects les plus petits, j'allais dire, petits ne voulant pas dire secondaires, hein, mais au niveau le plus petit, aux aspects les plus élevés, le développement, etc. Je pense qu'il y a des questions qu'on ne résoudra pas si on ne repasse pas par le travail. Donc je suis frappé par le fait qu'on voit se développer des choses comme ça, mais ça c'est les idées de Schwartz, ça. Voilà, c'est la fécondité des idées de Schwartz, bon, voilà, qui commence à passer dans la vie, à mon avis. Peut-être que dans 10 ans, on dira, punaise, oui, on ne parlera pas des difficultés de la même façon, parce que ça, voilà, on en parlait là, parce que c'était, j'ai dit un objet volant non identifié, un ovni théorique, bon, personne n'y comprenait rien, peut-être que dans 10 ans, tout le monde comprendra que c'est essentiel. Et que c'était la base de... J'espère avoir raison, que dans 10 ans, tout le monde aura compris, je suis pas sûr, enfin, bon, il faudra peut-être plus de temps que ça, mais quand même, il y a quand même, je suis mais profondément convaincu que les problèmes que l'on rencontre au niveau au plus près du terrain, comme au niveau les plus élevés, au niveau de la mondialisation, ne sont pas solubles tant que le travail, cette activité par laquelle les hommes et les femmes produisent leur existence, restera dans l'obscurité comme il l'est aujourd'hui. Je veux dire, on ne peut pas continuer à gérer, à organiser, à former, à concevoir, etc., indépendamment de ce qui est à gérer le travail, de ce qui est à organiser, de ce qui est... C'est pas possible, indépendamment du travail qui est à la base de qui est l'objet de tous ces processus. Évidemment, c'est quoi la gestion d'une entreprise? C'est gérer du travail humain aussi. Bon. Comment gérer quelque chose qu'on ne connaît pas? Voilà, on est dans ce genre d'absurdité. Comment concevoir des machines, des outils, des technologies qui va devoir être utilisé par des hommes, qui va devoir apprendre, dans l'ignorance de la manière dont les hommes le font? C'est pas possible.
Comment organiser. Voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une aberration sur lequel on vit et qui est le talon d'Achille quand même de notre civilisation, à mon avis. Bon, voilà. Merci. C'est bien.